Allez. Bien, alors tout d'abord, je voulais vous remercier vos enseignants, vous remercier, même si c'est un public un peu captif, hein, comme on dit, d'être là. J'ai accepté tout à fait volontiers de venir parler d'histoire, parler de ce que c'est que faire de l'histoire, et non pas simplement, j'allais dire, la recevoir comme vous le faites. Alors je vais à la fois justement essayer de vous expliquer comment on fait de l'histoire, ce que c'est qu'un chercheur en quelque sorte, mais évidemment ça serait un peu vague de le faire sans s'appuyer sur des choses précises. Alors je vais m'appuyer sur ce que je fais moi, c'est-à-dire sur le 19e siècle, en essayant d'être le plus clair possible et en 2 temps. Une heure à peu près, hein, je vais vous parler, puis après j'aimerais qu'on ait des échanges et qu'on repart peut-être justement de la préparation de la conférence, parce que vous allez voir, je vais beaucoup m'en éloigner, enfin pas véritablement, mais je parlerai surtout de la première question qui était posée sur l'histoire, qui est toujours à réécrire. Je parlerai moins des sources et de l'historiographie, mais on pourra évidemment en parler ensuite, et en réalité, par les exemples que je vais prendre, je vais faire référence forcément à des sources et à de l'historiographie. Bon, préalable. Alors qui je suis si vous avez regardé un petit peu, effectivement, mon CV n'est pas à jour puisque je viens de prendre un nouveau poste donc, à Nanterre, mais bon, ça c'est pas très très important. Je ne me définis pas vraiment comme historienne. Alors pourquoi? Parce que historienne, historien, c'est un terme assez large, assez vague, et que je prétends pas que nous soyons, nous, enseignants du supérieur, les seuls à pouvoir prétendre être historiens. L'histoire, elle appartient en réalité un peu à tout le monde. Et moi, ça ne me choque pas que des gens se prétendent ou se disent historiens, même s'ils n'ont pas, j'allais dire, fait des études spécifiques là-dessus. Il y a parfois des gens qui sont très érudits aussi. Bon. Donc voilà, donc grosso modo, que Stéphane Bern se dise historien ne me choque pas. Moi, je ne me définirais pas comme historienne, alors pas non plus comme professeur d'histoire, parce que professeur d'histoire, c'est dans le secondaire essentiellement, donc ça c'est labellisé. Mon titre à moi, c'est professeur des universités, c'est assez ringard, mais bon, c'est comme ça. En réalité, pour vous expliquer ce que je fais, je suis enseignante, chercheuse. Bon, voilà. Alors enseignante, ça veut dire que j'enseigne à l'université, je l'ai fait en province, je le fais maintenant à Nanterre. Ça veut dire que je vois des L1, donc des gens qui sortent du bac, hein, donc la distinction elle est quand même minime, mais évidemment ça va jusqu'au master, au doctorat, et puis surtout aussi à la formation d'enseignants. Donc en fait je retrouve le lycée aussi par ce biais-là, c'est-à-dire le fait de former des enseignants. Alors mes recherches, je suis passée par le cursus, j'allais dire habituel, je ne vais pas vous le refaire. Je fais une thèse, j'ai fait une habilitation à diriger des recherches, j'ai publié quelques livres, je fais des articles, ça se voit moins, parce que bon, ce n'est pas le grand public qui les voit, des conférences. Et puis on s'occupe aussi d'encadrer la recherche, c'est-à-dire d'aider, de former, d'aiguiller, d'accompagner les historiens de demain, qui sont ce qu'on appelle des doctorants, dans le cadre d'un terme qui est évidemment pas très approprié, hein, qui est celui de laboratoire de recherche. Alors évidemment, on n'a pas d'éprouvettes. Un laboratoire de recherche en histoire, c'est pas un vrai laboratoire, mais c'est quand même une structure dans laquelle on travaille. Avant ça, j'ai fait 10 ans de secondaire, ce qui ne m'autorise absolument pas à considérer que je sais ce qui se passe maintenant dans les lycées. Ça fait très longtemps. Je ne voudrais même pas quand. En banlieue, mais ça, bon, c'est pas un label qu'on peut porter. Bon, j'ai été à Champigny, Mantes-la-Jolie, Argenteuil, puis ma carrière de prof, je l'ai finie à l'étranger puisque j'étais au Maroc. Voilà. Alors, je suis spécialiste donc de 2 thèmes différents, mais qui pour moi évidemment se sont retrouvés. C'est surtout le 19e siècle. 19e siècle social et politique, et puis plus récemment l'histoire des migrations, que j'ai travaillé surtout à partir de questions d'exil au 19e siècle, mais qui m'a amené à travailler aussi sur la question des réfugiés, sur aussi les migrations féminines. J'y participe un peu moins donc à
une association qui s'appelle le CVEH, le Comité de vigilance sur les usages publics de l'histoire, qui justement cherche à créer des passerelles et des formes de transmission en essayant de parler d'histoire autrement et puis d'empêcher aussi certaines approximations historiques. Bon, tout ça pour vous dire que vous avez très très peu de chances de me voir passer, si vous regardez quand même encore un peu la télé, dans C'est dans l'air ou autre. Voilà, je ne suis pas une historienne médiatique de par mes sujets de recherche. Quoiqu'en réalité, travaillant sur les réfugiés, et que cette question évidemment est essentielle maintenant, j'ai participé aussi à des ouvrages, des tables rondes, où les historiens étaient présents parce qu'on se rendait bien compte que cette histoire de réfugiés, elle ne commence pas là maintenant au bord de la Méditerranée et qu'elle est beaucoup plus longue. Donc ça m'avait donné l'occasion d'être présente un peu dans les médias, entre guillemets. Travaillant sur les révolutions du 19e siècle, j'ai aussi été interrogée sur ce qu'on appelait les printemps arabes il y a quelques années, pour voir la relation avec ce qu'on appelle le printemps des peuples en 1848. Et puis je me suis amusée et pris au jeu récemment de faire un article pour Le Monde diplomatique sur les élections présidentielles donc au printemps dernier. Voilà. Sinon, j'interviens surtout sur des radios, j'allais dire confidentielles, qui sont France Culture, pas trop confidentielles, mais enfin bon, voilà. Mon souci, c'est quand même aussi la vulgarisation, c'est-à-dire de ne pas vivre sous une cloche entre chercheurs. Et ça a été justement l'idée de cette participation à cette grande aventure qui a été la série d'ouvrages qui est parue chez Belin, dont on vous a tiré un extrait de Grand Atelier de l'histoire. Pourquoi grande aventure? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une histoire de France, que ça pouvait sembler un peu plan-plan, de refaire une grande série chronologique, mais que les éditions Belin nous ont laissé une grande liberté, une grande carte blanche pour travailler, pour mettre des illustrations, enfin justement pas simplement illustrer, mais vraiment travailler le document iconographique, c'est-à-dire l'image, mettre des textes, et puis aussi avoir cette partie d'atelier qui nous permettait, pour un public assez large, d'expliquer aussi ce qu'on fait, ce qui nous intéresse, comment les historiens débattent, même si c'est sur des sujets qui ne sont pas forcément brûlants, mais voir par exemple ce que j'ai fait, c'est-à-dire montrer comment on pouvait à la fois avoir une légende, j'allais dire, rose du Second Empire, de Napoléon III, et puis aussi une légende tout à fait noire, et comment ça se construit aussi au fil du temps. Voilà, donc ça a été une belle aventure collective et qui me permet encore de parler d'histoire à un plus grand nombre que celui que je peux faire généralement. Donc, alors pourquoi je travaille sur le 19e siècle, je ne peux pas vous le dire. C'est une espèce d'évidence, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, ça, je pense que bon, voilà, c'est venu très tôt. Et puis après, ça a été conforté par des hasards de rencontres d'enseignants du secondaire, du supérieur, voilà. Je fais de l'histoire sociale, de l'histoire politique. Je voudrais juste rajouter, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, que je ne me prétends pas être, et je pense que vous avez compris, enfin c'est la seule chose qu'il faudrait vraiment que vous compreniez, c'est qu'un historien, c'est pas quelqu'un d'objectif. L'objectivité, ça n'existe pas chez nous, on tend à l'objectivité, on a des outils, j'allais dire, pour le faire, mais on est de toute façon des êtres subjectifs, dans le sens où on vit nous aussi dans un contexte, comme on dit toujours, il y a un contexte historique. Je vis dans le contexte qui est celui du 21e siècle, et je ne peux pas faire de l'histoire comme on la faisait il y a 50 ans, voire même il y a quelques années encore. Je prendrai juste un exemple. Travaillant sur des réfugiés politiques, des exilés politiques au 19e siècle, j'avais finalement pas mal laissé de côté une question qui m'intéressait moins il y a 10 ou 15 ans, voilà, qui était celle de la violence et des attentats. Voilà, depuis quelques années, l'environnement, cette question-là
à nouveau, enfin, j'ai fait écho et j'ai recommencé aussi à travailler certaines choses en me disant, bah oui, mais bon, quel rapport mes exilés politiques du 19e siècle ont avec la violence, avec le fait de prendre les armes, avec la pratique de l'attentat. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer que ce qu'on vit aussi, bien sûr, joue un rôle dans la façon dont on travaille, c'est des sujets aussi que l'on va traiter. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence, pas un cours, je vais essayer de vous donner quelques points comme ça de concrets sur cette façon de réécrire l'histoire. Alors, je ne me facilite pas la vie vos enseignants non plus, en faisant venir quelqu'un qui ne travaille pas sur ce qu'on appelle des questions vives, des questions mémorielles fortes. Je vais vous parler d'un siècle que vous connaissez peu, mal. Je ne vais pas le déplorer, c'est comme ça. Bon, le 19e siècle existe de moins en moins dans les programmes scolaires, il faut faire avec. Et donc, évidemment, je vais parler de choses que vous ne connaissez pas ou très peu. Si vraiment vous trouvez que c'est très loin de ce que vous savez, vous me le dites, mais vous allez voir que je vais vraiment prendre les choses, j'espère, assez simplement pour vous parler de cette manière de réécrire l'histoire. Donc, relecture du 19e siècle, alors le titre est un peu pompeux, j'ai essayé de... Ouais. Bon. Relecture du 19e siècle, alors l'expression finalement très souvent qu'on entend c'est on n'est pas au 19e siècle, ce qui généralement renvoie donc à quelque chose d'assez ringard, ancien. De mon temps, on disait on n'est pas au Moyen-Âge. Bon, maintenant, finalement, le 19e siècle devient une espèce de période moyenâgeuse. Ce qui d'ailleurs change un peu la vision qu'on en a, qui a été longtemps finalement le siècle du progrès, le siècle qui serait le premier siècle qui annoncerait, c'est évident, le 20e, mais qui annoncerait aussi finalement les mécanismes économiques, sociaux, politiques donc, qui existent. Alors, on n'est pas au 19e siècle, et j'ai mis quand même l'image peut-être une image que vous connaissez, même si vous ne la situez pas dans le temps, qui est donc la révolution donc, guidant le peuple, tableau de Delacroix. Tableau de Delacroix, alors c'est un peu je commence par des clins d'œil, mais qui est finalement encore très souvent repris. Alors là, c'est par un artiste qui s'amuse avec des Playmobil. Ça, c'est évidemment les publicités, donc même la Caisse d'épargne qui fait sa pub en reprenant donc cette image. Et puis voilà, on a cette reprise toujours donc de cette image du... Tout ça pour vous dire que même si ce siècle est très loin, on baigne encore un petit peu là-dedans, du moins du point de vue artistique, culturel aussi. Les grands auteurs que vous étudiez en première ne sont pas tous du 19e siècle, mais il y en a quand même un certain nombre donc, qui apparaissent et qu'on voit encore adaptés au théâtre ou au cinéma assez souvent. Donc voilà, c'était quelques images. Je ne sais pas si j'en ai encore une. Non. Pour vous montrer donc tout ça. Alors, l'idée surtout, c'est de vous montrer que la recherche sur le 19e siècle, c'est pas parce que le siècle est terminé, que même le 20e siècle est terminé, elle est totalement achevée. Et elle est au contraire en pleine vitalité, cette histoire du 19e, grâce à de nombreux chercheurs. Alors, de nombreux, j'allais dire, jeunes chercheurs. Alors, il faut vous expliquer qu'un jeune chercheur en histoire, c'est quelqu'un qui a 40-45 ans. Après, on dit chercheur, on ne dit pas vieux chercheur. Donc après, on est assez pudique sur la fin de vie de la recherche. Voilà. Parce que ça prend du temps, si vous voulez. Bon, voilà, un vrai jeune chercheur, ça a 30 ans, mais le temps qu'on devienne quelqu'un qui soit reconnu dans ce qu'il fait, bon, c'est vrai que ça prend un certain temps. Donc, il y a pas mal de chercheurs nouveaux, de nouvelles... j'allais dire, de nouveaux collectifs aussi, et je vous ai mis, bon, vraiment là, c'est la bibliographie rapide. Donc ça, c'est, disons, des ouvrages assez récents. Je pensais que j'en avais mis un autre plus récent encore, qui date de 2017, et qui s'appelle « Une histoire mondiale du 19e siècle ».
Alors ce 19e siècle, on le fait actuellement à partir du 21e siècle, et non plus du 20e siècle, et ça change beaucoup les choses. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Faire de l'histoire du 19e au 20e siècle, ce que j'ai commencé moi à faire, c'était finalement s'appuyer sur cette image d'un siècle de progrès, de découvertes techniques, économiques, d'invention du communisme, du syndicalisme, du monde urbain aussi, dans lequel on vit. Faire de l'histoire du 19e siècle à partir du 21e, c'est-à-dire de maintenant, c'est non pas récuser ce 19e siècle, non pas l'enterrer, j'allais dire, pas complètement, mais c'est se rendre compte que les contemporains du 19e siècle eux-mêmes n'ont pas été tous favorables à l'industrialisation, n'ont pas été tous favorables au développement des mouvements urbains, se sont déjà rendus compte des dangers que représentait donc l'industrialisation, l'utilisation d'énergie fossile, enfin bon, voilà. Donc de travailler, j'allais dire, retravailler les documents en ayant une autre vision à partir de nous, ce que nous constatons par rapport aux risques écologiques qu'il y a aujourd'hui, par exemple, et de se rendre compte donc que cela a déjà existé. Faire de l'histoire aussi du 19e siècle, aujourd'hui, c'est aussi sortir du cadre national. On a beaucoup, et moi j'ai commencé à travailler essentiellement sur la France. C'est vrai que maintenant, la recherche, elle est beaucoup plus internationale et on essaie aussi de considérer qu'on ne peut pas travailler simplement sur la France, mais aussi forcément sur l'Europe et sur le monde, ce qui nous permet aussi de sortir d'une vision souvent un peu franco-française de la supériorité française qui fait que tout viendrait à peu près de chez nous. Et parfois on a encore cette vision-là qui existe. Donc voilà, donc c'est sortir du cadre simplement national, regarder un peu ailleurs et avec les autres aussi, et puis s'intéresser à ce 19e siècle à partir de notre société, de ses interrogations aussi, et ça nourrit aussi tout à fait donc notre travail de recherche. Alors, pour que ça soit un peu plus concret, je vais m'appuyer donc sur trois domaines. Alors je pense que j'aurai juste le temps de travailler, d'indiquer les deux premiers, peut-être le dernier. C'est donc des relectures, relire la révolution industrielle, relire la politisation, relire la laïcité. Je n'aurai sûrement pas le temps d'attaquer la troisième, mais c'est pas grave. Alors, relire la révolution industrielle, bon, c'est peut-être une des choses que vous savez à peu près, c'est que, bon, au 19e siècle, normalement, hein, c'est une des seules choses qu'on sait, c'est que l'industrie devient secteur majeur, c'est le début donc du monde ouvrier, et on appelle ça donc généralement la révolution industrielle. Alors déjà j'ai mis des guillemets donc qu'on utilise depuis un certain temps. Pourquoi ? Parce que l'idée de révolution, hein, c'est pas compliqué, l'idée de révolution indique forcément un phénomène qui est un phénomène de rupture, un phénomène brutal. Or, à nouveau, mais on s'est rendu compte depuis un certain temps donc que cette révolution, si révolution il y a eu, est une révolution très lente. Donc le terme de révolution ne convient pas véritablement donc, pour parler de cela. C'est pas la Révolution française, hein, c'est pas donc la rupture politique qui est comme usage. Alors, est-ce que la question que se posent les historiens, vous allez me dire, ils coupent les cheveux en quatre et ils se posent des questions qui sont des questions de dénomination, hein, de terminologie, comme on dit, mais c'est important parce que derrière ces débats, si vous voulez, sur la façon dont on nomme un événement, il y a énormément, évidemment, de débats, de recherches qui peuvent se faire. Donc c'est un processus donc, qui est relativement long. Donc c'est un processus qui est assez lent,
qui ne s'est pas passé exactement de la même manière dans tous les pays, qui s'est diffusé de façon un peu compliquée. Donc on ne peut pas parler véritablement donc, de révolution. Alors on ne peut pas parler de révolution, mais les contemporains, eux, l'emploient ce terme. Donc ça pose déjà le problème de savoir si on doit ne pas employer un terme, parce qu'il ne correspond pas à une réalité, mais quand on sait que quand même les contemporains, les gens du 19e, eux, l'ont employé. Alors, donc, employons-le, mais il faut savoir aussi qu'on peut employer d'autres termes pour définir donc cette révolution industrielle. Alors, les différents termes qu'on a employés, alors je suis désolée, je me suis trompée de... Les différents termes, et je vais aller vite là-dessus, les différents termes qu'on emploie, c'est en fait donc, le terme d'industrialisation, qui est un terme plus vague, mais qui permet de voir les choses dans une plus longue périodisation. Première, deuxième industrialisation. On parle aussi, le terme alors peut-être plus compliqué, de révolution industrieuse. Industrieuse et pas industrielle. Pourquoi? Parce que ça permet de donner à ce terme d'industrie son vrai sens du 19e ou du 18e d'ailleurs, parce que ça continue, qui est qu'en fait que l'industrie c'est aussi l'artisanat. C'est donc pas forcément, si vous voulez, quelque chose qui s'apparenterait à une grande nouveauté, ça reste encore quelque chose qui se fait dans des ateliers et qui s'apparente beaucoup donc à ce qu'on appellerait donc de l'artisanat. Alors pendant longtemps, et si vous regardez des manuels, alors bon, j'ai pas fait la recherche, très souvent pour expliquer donc cette révolution industrielle, on fait une espèce de frise chronologique, et puis on montre des innovations, des grandes choses qui montreraient donc comment ce siècle a découvert la vapeur, a mis en place des machines tout à fait nouvelles. Quand on regarde la réalité des choses, on se rend compte que ces machines, oui, bon, d'accord, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis que ces machines, elles sont aussi mises en place très très lentement. Et que donc, pendant très longtemps, on va continuer à utiliser du charbon des forêts, tiré des charbonniers qui existent. On va aussi utiliser l'énergie hydraulique, c'est-à-dire l'eau, et non pas donc la machine. Donc, ces inventions, elles existent, mais finalement, il faut toujours se poser la question de savoir si elles sont véritablement donc intégrées, pratiquées. Ces machines coûtent cher, les industriels, ils ne vont pas forcément utiliser des machines tant qu'ils ont de la main-d'œuvre et tant qu'ils peuvent donc se passer de ces machines. Donc, la question de ces innovations, de ces techniques qui seraient le démarrage de la révolution industrielle, elles ont commencé donc à apparaître finalement de moins en moins importantes, ou du moins pas la seule cause, la seule explication qu'on peut donner donc, de cette révolution industrielle. En réalité, donc, on s'est rendu compte que, c'est tout bête, pour qu'il y ait une production, il faut qu'il y ait des consommateurs. Ça paraît une évidence, mais finalement les historiens ont mis du temps à considérer que ce qui était important aussi, c'était qu'il y ait non pas seulement une offre, mais une demande, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'acheter des produits. Et en fait, si on regarde les textes de l'époque, cette idée de l'importance des consommateurs, elle existe finalement déjà. Elle existe déjà et on trouve dans un texte de Michelet, qui est un grand texte bien très célèbre, donc, qui s'appelle Le Peuple, donc, publié en 1846. Bon, je n'ai pas le temps de le commenter très, très longuement, mais Michelet, dans ce texte, eh bien, il emploie le terme de consommateur pour parler du peuple. Donc il montre bien qu'il est nécessaire d'avoir des consommateurs et que la vraie révolution, finalement, la révolution des Indiennes, alors les Indiennes, c'est des cotonnades, c'est du coton, c'est justement le fait d'utiliser ces cotonnades et donc de les acheter. Alors, avec la vision de l'époque, c'est-à-dire que c'est le mari, c'est-à-dire l'ouvrier qui achète donc, pour sa femme, qui avant avec une robe bleue et qui maintenant va pouvoir, grâce à cela, donc avoir une robe assez colorée. C'est des robes en coton. Le coton, c'est vraiment l'essentiel de cette révolution industrielle. Ce n'est pas tellement le charbon, c'est surtout le fait qu'on va, pour le textile, développer la production, et une production non plus de lainage, mais de coton.
Pour vous expliquer pourquoi le coton c'est mieux que la laine, c'est très simple. Imaginez vos sous-vêtements en laine lavés de nombreuses fois. Vous imaginez le plaisir qu'on peut avoir donc à porter de la laine. Donc le coton c'est lavable, c'est moins cher et puis ça peut se colorer beaucoup plus facilement à ce moment-là. Donc c'est bien parce qu'il y a des consommateurs que finalement va se développer cette industrialisation. Donc, le consommateur, il est important, et les textes déjà nous le disent, mais finalement on ne les lisait pas, ou on ne les lisait pas avec cette attention qui existe. Donc c'est comme ça qu'on réécrit l'histoire, c'est aussi en relisant les textes, et des textes qui sont vraiment les textes les plus célèbres. C'est pas au fin fond d'une archive vraiment spectaculaire que l'on peut trouver donc tout cela. Alors quand on parle du 19e et de l'industrialisation, on parle aussi beaucoup de l'usine. L'usine, très souvent, donc, elle est montrée sous cette forme, vraiment d'un espace tout à fait enchevêtré, avec des poulies partout, et puis produisant essentiellement du fer, de la métallurgie. Bon. Ça, c'est une image fin de siècle. Cette image, vraiment, elle ne correspond pas véritablement à la réalité de toutes les industries. Toutes les industries n'ont pas cette taille et on ne produit pas partout, j'allais dire, de la fonte ou de l'acier. L'usine, elle ressemble plutôt souvent à ça, vers les 1840. Des grands bâtiments, oui, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi des petits ateliers. Et quelques grands bâtiments qui ne sont pas forcément des bâtiments industriels à l'époque, parce que finalement, on réemploie des bâtiments qui sont délaissés, on ne crée pas véritablement forcément d'usines nouvelles. Il y a une ou deux cheminées, puis on est finalement dans un univers qui est un univers assez champêtre, entre guillemets, on est à la campagne. L'usine, c'est surtout ça. C'est, je vous ai mis un règlement de filature de 1828. Alors, je n'ai pas le temps non plus de vous le lire en entier, mais je peux vous laisser le PowerPoint, bien sûr. Et ça donne une bonne idée de la difficulté de faire rentrer l'industrie, l'usine, dans la tête des gens. La plupart des gens qui travaillent à ce moment-là sont des gens qui travaillent au rythme des saisons, au rythme de la lumière, et qui ne sont pas enfermés quelque part. Et donc dans ces règlements, on voit des choses qui nous paraissent complètement aberrantes. Il est évident que dans l'usine, on ne va pas chanter, on ne va pas être ivre, on ne va pas faire des choses comme ça. Mais là, il faut expliquer aux gens et il faut leur donner des amendes importantes finalement pour les obliger donc à respecter ce règlement. Donc l'usine, c'est le règlement, c'est la mise en place d'horaires fixes, c'est aussi un lieu où on va donc, un lieu fermé, qui n'est plus donc ouvert sur l'extérieur. Donc ça c'est véritablement, je veux dire, la réalité des choses qu'on trouve donc dans les archives et qui est intéressant là. Ça nous permet aussi de voir qu'il y a des ouvriers et des ouvrières qui vont, voilà, on se lave les mains avec le savon de la fabrique et on paye des amendes. Alors il y a un de mes étudiants qui justement l'autre jour m'a dit mais 3 francs d'amende ça correspond à quoi? 3 francs d'amende ça correspond à une journée de salaire. Non, ce qui est quand même absolument énorme. Alors on n'a pas le droit de jouer, on n'a pas le droit de chanter, de se quereller, de se battre, de manger, de dormir dans les heures de travail. Ben oui, parce que quand on est à la campagne, on peut quand même faire ça peut être dur, mais on peut aussi s'asseoir 5 minutes et faire un petit son. Donc on a ces règlements donc, qui nous montrent comment, d'une filature, excusez-moi, il manque un... Donc enfermement et surveillance des ouvriers, les ouvriers parlent à ce moment-là de l'usine comme du bagne, de la caserne. Alors très souvent, ce n'est pas un bâtiment énorme, mais justement, ils ont l'impression d'être enfermés, d'être obligés donc d'y rester. Durée de travail entre 12 et 15 heures, 6 jours par semaine. Travail pénible et dangereux, il fait très chaud, souvent très humide pour pouvoir travailler le textile. Aucune protection sociale contre les accidents du travail, le chômage et pas de retraite, bien sûr. Bon. Voilà, donc ça c'est quelques compléments sur cette révolution. Alors, évidemment, les images qu'on en a, cette image donc, donnée par Tocqueville, qui visite Manchester en 1835 et qui donc parle d'une ville totalement polluée. C'est vrai, les villes sont très polluées. Il faut imaginer qu'on n'a jamais eu des villes aussi polluées. Ça serait l'équivalent de ce qu'on raconte sur les villes de Chine, actuellement, sur la pollution en Chine. On a évidemment ces usines qui marchent au charbon et qui font ce nuage tout à fait opaque qui est présent. Mais cette ville de Manchester, alors elle existe, c'est vrai, mais c'est pas finalement si vous voulez, le cadre, j'allais dire, le cadre le plus commun, le plus habituel de la révolution, enfin,
de l'industrialisation. Mais évidemment, c'est le plus spectaculaire. Et donc, comme toujours, et ça, il faut bien se rendre compte que ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionne de la même manière pour le 19e siècle, on est toujours amené à parler de ce qui est le plus spectaculaire, le plus nouveau. Alors que la plupart des ouvriers vont travailler dans ce qu'ils appellent une usine, mais ils ne sont pas plus de 10, voire de 20 dans ces ateliers. Mais Manchester existe, et c'est vrai que tous les gens qui vont voir Manchester sont absolument sidérés donc, par la taille des usines, par le nombre des usines, et puis surtout par la ville, la saleté de la ville. Vous voyez, par des cloaques infectes avec une espèce de fleuve humain, un égout immonde. On ne sait pas très bien par moment s'il parle des hommes ou s'il parle de la saleté et des eaux usées, évidemment, qui circulent. Donc, il y a cette idée que l'on est presque dans un monde de sauvage, de sauvagerie, plus que dans un monde civilisé à ce moment-là, donc quand on parle de l'industrialisation. Ah ben voilà, c'était là. Alors, cette industrialisation spectaculaire, qui semble brutale aux contemporains, même si elle ne l'est pas, elle provoque évidemment aussi des peurs sociales. Peur parce que ces ouvriers vont être réunis ensemble, peur évidemment donc des risques de révolution, des risques d'émeutes, de grève que cela peut entraîner. Donc c'est derrière tout ça finalement que se cache cette idée de l'usine. C'est à la fois donc le spectaculaire, c'est aussi la réalité de ce qu'on pense être ce qui va se développer de plus en plus. Et puis, c'est aussi la peur de voir ces ouvriers donc réunis. Alors, je vous ai mis aussi un texte très célèbre, enfin, bon, tout est célèbre avec moi, mais bon, c'est des textes assez faciles à trouver, qui est un texte donc d'un journaliste, un homme politique et un journaliste, qui donc, dans ce texte, résume un petit peu les peurs sociales de l'époque. Peurs sociales, donc, qui, comme vous le voyez, sont ciblées. Alors on pourrait s'amuser à transformer ce texte pour l'actualiser. La plaie de la société, c'est les ouvriers. Je vous laisse deviner ce qu'on pourrait mettre à la place maintenant. C'est une population donc toujours croissante, dans le besoin, une population qui vit au jour le jour. Alors on pourrait se dire qu'il est plutôt amené à être dans un discours assez, enfin comment dire, il regarde ça avec une certaine commisération, enfin avec une certaine attention, c'est les pauvres, il faut faire attention à eux. Puis dans la deuxième partie du texte, on voit la peur qui surgit, la disproportion et la comparaison qu'il fait, en considérant que finalement, un patron, dans son entreprise, il est un petit peu comme un planteur des colonies, au milieu donc de ses esclaves. Donc voilà, c'est l'idée qui germe à ce moment-là. Et la fin est absolument superbe. Non, la sédition de Lyon, c'est qu'il y a une révolte à Lyon très importante en 1831, qu'on appelle la révolte des cailloux. La fin, elle est souvent citée, c'est les barbares qui menacent la société, ne sont pas en Caucase. Bon, alors, le Caucase, c'est la Russie, mais c'est surtout un espace lointain. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Donc, on est déjà, si vous voulez, on est en 1831, mais on est déjà dans cette idée de la peur sociale, et peur qui vient aussi des faubourgs, des lieux où s'intègrent donc ces ouvriers et ces usines. Alors, dernier point sur cette première partie sur la révolution industrielle, c'est aussi l'idée qu'on a souvent, pendant longtemps, donc, étudié cette révolution industrielle dans un cadre national ou dans un cadre européen. Donc on l'a fait, alors essentiellement, j'ai parlé de Manchester, c'est la Grande-Bretagne, ça commence en Grande-Bretagne, donc voilà, l'idée c'est que ça commence en Grande-Bretagne, alors on sait que ça commence en plus à partir de la fin du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, donc sur une longue durée, puis après ça se serait transposé en France, en Belgique, puis après dans d'autres pays. Bon. C'est un petit peu... c'est un peu facile, mais bon, c'était plus simple de voir cette diffusion progressive et dans un cadre exclusivement européen. Comme je vous l'ai dit, actuellement, on essaie de travailler de plus en plus en sortant d'un cadre national, même si c'est important de connaître ce qui se passe, évidemment, dans le territoire français, sortir un peu de tout cela et se poser la question de qui sont tous les acteurs de cette révolution industrielle. Et
en se posant cette question, on a largement élargi, j'allais dire, nos études, la façon dont on pense cette question, en se disant, mais bon, finalement, est-ce que les seuls acteurs de cette révolution, entre guillemets, industrielle, c'est les ouvriers, les patrons, les inventeurs, les consommateurs, ce qui fait déjà beaucoup de monde, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres, finalement, d'autres personnes qui participent réellement à cette industrialisation et qui nous permettraient de penser, finalement, ce mouvement, non pas comme un mouvement européen, et qui montrerait la supériorité de l'Europe sur le monde aussi, hein, parce qu'il y a ça derrière. Hein, on est évidemment beaucoup plus intelligent puisque c'est nous qui avons fait cette révolution industrielle. Hein. Donc on voit toujours qu'il y a quand même derrière aussi, derrière donc comme idée. Alors en cherchant un petit peu à retravailler cette question, on s'est rendu compte que la matière première principale, je vous l'ai dit, c'est le coton. Merci. C'est le coton. C'est le coton. Et le coton, je pense que vous le savez, mais bon, comme je sais que mes étudiants, je leur explique, le coton, ça ne pousse pas en Europe. Il n'y a pas de coton en Europe. Il y en a un peu qui sera mis en place en Russie. Mais il faut, pourquoi? Parce qu'il faut de la chaleur, il faut beaucoup de choses. Donc, le coton, on ne le cultive pas en Europe. Donc, il faut bien cette matière première-là. Donc, il faut considérer que le coton, eh bien, on le récolte ailleurs. Donc, ça nous force à intégrer donc les champs de coton. Donc, l'industrialisation, on doit aussi la penser avec les gens qui travaillent sur les champs de coton. On doit donc la penser avec un phénomène qui apparemment est souvent complètement séparé de l'industrialisation, de l'industrie ou de la révolution industrielle, c'est l'esclavage. Puisque les gens qui travaillent sur ces champs de coton, au XIXe siècle, aux États-Unis, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, hein, c'est des esclaves. Donc, l'industrialisation, elle est aussi liée à un phénomène qui est l'esclavage. Et souvent, on ne lie pas tellement ces deux événements. Alors, si on cherche encore d'autres gens qui sont des acteurs de cette industrialisation, il y a les champs de coton, d'accord, les gens qui travaillent sur les champs de coton, et puis il y a les Européens. Mais j'allais dire, comment on fait pour transporter ce coton, donc brut, et puis le transformer. Donc, il faut intégrer aussi à cette histoire de l'industrialisation tous les gens qui travaillent pour la navigation, qui déchargent les bateaux, et qui très souvent donc ne sont pas des Européens, même si nous sommes en Europe ou assez confins. Donc il y a des tas de gens qui sont des marins, qui sont aussi des gens qui travaillent sur les ports, et très souvent donc ce ne sont pas aussi des Européens, ce sont des Indiens, ce sont des Chinois qui travaillent en Europe ou dans d'autres ports. Donc il y a ce qu'on appelle donc des coulis. Il y a aussi donc des marins, des matelots. Matelots qu'on appelle d'un nom, là encore, pour voir l'évolution du vocabulaire, d'un terme que vous connaissez sûrement, parce que je pense qu'il est encore employé, vous me direz, c'est peut-être complètement dépassé, le terme de lascar. Lascar, ça peut vous dire quelque chose. Bon, un lascar, en fait, c'est un marin, c'est un matelot indien. Donc on parlait de ces sacrés lascars, mais en fait, c'est simplement le terme pour parler donc, de ces gens qui travaillent sur les bateaux, et ces bateaux qui convoient des produits qui sont nécessaires donc, à l'industrialisation. Donc, voilà, l'industrialisation, je vais vite, on va m'arrêter trop longtemps là-dessus. L'industrialisation, donc, c'est un phénomène mondial. Et c'est la relecture qu'on en a actuellement par les mondialisations, par le fait qu'on vit constamment, c'est un cliché, on vit dans un monde mondialisé. Il faut penser aussi que le 19e siècle est un monde mondialisé, et ça, on avait du mal, je l'ai dit auparavant, en quelque sorte, à le percevoir. Et ça nous permet aussi de nous dire, non, il n'y a pas que le charbon, il y a le textile, ça on sait déjà, il y a aussi l'alimentation. Pour faire court, parfois je fais une pause dans le cours en demandant aux étudiants quelle est d'après eux la plus grande entreprise qui est à Londres au 19e siècle. Ça me permet de faire une pause parce qu'ils ne trouvent pas. Donc je vais aller vite. C'est une immense brasserie. Donc en fait, ça produit de la bière. Voilà. C'est pas du tout donc une usine. Voilà. Bon. Il faut penser aussi que cette industrialisation, elle passe par des grands chantiers, par du bâtiment, donc par des tas d'activités tout à fait variées. Alors très récemment, on s'est aussi rendu compte
Non, pas grave. Ah, j'ai pas mis. Bon, vous me croirez sur parole, j'ai oublié de le mettre. On s'est rendu compte aussi, très récemment, puis après je vais passer aux politiques, on s'est rendu compte qu'en fait, les premières usines, elles n'étaient pas en Europe. Alors j'ai pas pris l'image, c'est dommage. Bon, enfin, vous me croirez sur parole. Quand on regarde des images de l'abolition de l'esclavage en 1848 en France, alors pas celle qu'on voit très souvent qui représente la Guadeloupe, mais celle qui représente l'abolition de l'esclavage à la Réunion, on se rend compte qu'en arrière-plan, il y a une usine. Et les historiens, généralement, on ne parle pas de cette usine. Bon. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que, en réalité, en 1830, il y a plus d'usines à La Réunion qu'il n'y en a dans aucun département français de l'époque. Pourquoi? Parce que le système agro-industriel de production du sucre fonctionne avec donc, des usines. Donc, en réalité, ce phénomène qu'on considère comme étant le symbole de la révolution industrielle en Europe, ben, il est beaucoup plus important et il naît véritablement, si on cherche des origines, il naît hors d'Europe, il naît dans le système colonial, dans le système aussi de l'esclavage. Donc voilà, donc ça c'est des phénomènes de relecture, c'est pas des découvertes, si vous voulez, évidemment transcendantes, hein, ça va pas changer la figure du monde, mais c'est d'autres façons de penser et j'espère, de faire le lien entre le passé et le présent, le phénomène de la mondialisation, et également les problèmes de risque écologique. Bon là j'aurais pas le temps de développer, mais tout ça est évidemment important. Alors je voulais aussi vous parler, non pas simplement d'économie, d'industrie pour le 19e siècle, mais aussi de politique. Alors je ne vais pas vous faire une histoire politique du 19e très longue, simplement revenir sur quelques éléments, là encore, qui sont, alors, je ne m'arrêterai pas là-dessus, mais on a tendance souvent à penser, quand on est français, que la politique, c'est la République. Donc on voit un phénomène de républicanisation, on cherche la République partout. Bon, c'est pas forcément ce qui attire et ce qui est essentiel donc, pour la plupart donc, des Européens, notamment pendant les révolutions de 1848. Je vous ai mis cette carte parce que c'est une carte qu'on a essayé de construire depuis quelque temps et qui ne se centralise pas sur Paris. Pendant très longtemps, on a considéré que la Révolution de 48, elle commençait en février à Paris et qu'ensuite elle se diffusait ailleurs. Non, il y a des tas de phénomènes. Hein. C'est ça aussi de travailler, si vous voulez, à une autre échelle, c'est de se dire, bah, non, la Révolution, en fait, elle ne commence pas là. Elle commence en réalité, même si la flèche va dans ce sens-là, elle commence en réalité, si on regarde vraiment l'année 48, elle commence en fait par la Révolution qui a lieu donc à Palerme. Elle commence à Palerme et pour des raisons qui sont évidemment complètement différentes de celles qui sont les raisons françaises, mais les gens sont animés aussi par la volonté de se libérer, d'être indépendants, hein, mais pas exactement comme les Français et pas forcément en mettant en place une république. Ce qui est important aussi, c'est de voir que donc il y a un mouvement révolutionnaire qui se propage partout, et qui se propage partout avec le développement d'une même façon de se révolter, d'un même élément, qui est la barricade. Partout on va trouver des barricades. Et ça c'est important de voir que finalement, peut-être qu'on ne parle pas des mêmes idées, qu'on n'a pas la même volonté, mais qu'on va utiliser les mêmes mécanismes en quelque sorte pour se révolter, c'est la barricade. Alors je vous ai mis barricade 2, pourquoi? Parce que donc ça c'est une illustration allemande, mais en fait on s'est rendu compte que cette image, elle était déjà parue, elle paraît en mars, fin mars en Allemagne, mais en fait on réemploie une image qui est celle de février 48 en France. Donc non seulement, si vous voulez, les mécanismes, les vecteurs de la révolution sont les mêmes, mais on va aussi utiliser souvent les mêmes images donc, pour présenter donc, ces événements.
complètement à l'envers. Pas grave. Vous aurez vu, alors, autre point sur lequel je voulais revenir, par rapport à cette question donc, de la politisation, pas seulement donc républicanisation, il y a des tas d'idées qui peuvent passer par d'autres formes, enfin d'autres volontés politiques, c'est aussi montrer le rôle des sources. Hein, là, bon. C'est l'importance qu'on accorde maintenant effectivement à l'image. Alors au XIXe siècle, évidemment l'image c'est essentiellement des gravures, des représentations, plus que des photographies. Malgré tout, il y a je ne vais pas développer longuement, il y a une sous-utilisation aussi des photographies, en raison du fait que justement on pense au XIXe siècle comme encore un siècle qui fonctionnerait surtout avec de l'image gravée ou artistique. Bon. En réalité, il y a des photographies, j'aurais pu vous mettre photographies de barricades en 1848. Le seul problème, c'est qu'évidemment, cette barricade, elle ne bouge pas, on est obligé de poser, donc on a évidemment une image qui est un peu statique. Bon. Mais ça existe déjà, on a des images donc de manifestations ou de barricades, manifestations en Grande-Bretagne, d'ailleurs plutôt qu'en France. Alors on a surtout des gravures, on a surtout des images, et je vous ai mis donc une image, alors je ne sais pas si elle vous évoque quelque chose, mais je pense qu'elle évoque forcément quelque chose à vos enseignants, parce que c'est vraiment l'image qu'on donnait auparavant tout le temps donc, sur la Révolution de 1848 et la mise en place du suffrage universel. Hein, le suffrage universel date de 1848, comme la fin de l'esclavage. Donc cette illustration, elle est très souvent utilisée. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir, c'est pas son titre, hein, mais c'est le titre qu'on lui donne souvent, c'est l'urne et le fusil. Alors vous avez une urne, alors évidemment c'est pas exactement l'urne telle que vous pouvez la voir dans des élections, mais enfin bon, c'est la boîte dans laquelle on met les votes. Et puis donc, de l'autre côté, il y a un fusil. Et cette image, généralement, elle nous est montrée, et moi je l'ai présentée comme telle pendant des années, en considérant qu'elle représentait le moment où l'ouvrier, le militant, le combattant des barricades, il lâche le fusil et il met son bulletin dans l'urne. Alors c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai, et le titre même d'ailleurs le vrai titre, ça c'est pour l'ennemi du dehors, pour le dedans, voici comment le combat loyalement des adversaires. Donc, si on revient à l'image, ça veut bien dire que donc, le fusil c'est pour se défendre à l'extérieur, et puis le bulletin de vote c'est pour se défendre donc plutôt à l'intérieur. Malgré tout, si on regarde cette image, et si vous aviez à la commenter sans que je vous ai raconté ça pour l'instant, est-ce que c'est aussi clair que ça? Sachant que c'est une gravure qui a été faite par quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas une photo, donc il a choisi cette façon de présenter les choses. Si vous aviez à mettre en scène cette scène, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ouais. Super. Oui, non, mais j'en doute pas. Je suis pas sûre d'avoir eu la réponse aussi vite parfois en fac. Effectivement, pourquoi est-ce que le fusil n'est pas par terre? Ça, c'est la première chose. Il pourrait carrément vraiment le lâcher. Il ne lâche pas le fusil, il l'a toujours à la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deux choses quand même aussi qui ne sont pas très nettes. Ouais. Pourquoi il ne regarde pas l'urne? Il regarde le fusil. C'est quand même étonnant ce positionnement. Hein. Bon. Il le regarde d'un air grave, hein, et puis il n'a pas l'air non plus de le jeter. Donc il y a cette façon, c'est quand même très étrange. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Troisième chose, c'est moins visible peut-être, c'est son bulletin de vote. Hein. Vous aviez, j'ai pas vu. Qu'est-ce que vous vouliez? Oui. Ah non, moi j'ai... Non, mais c'était peut-être... j'ai peut-être pas pensé. Déjà, c'est ici. Il a une chaussure avec ça. Laissez-moi, ok.
Ah oui, bah c'est vrai, oui. C'est peut-être l'image qui est mal. Oui, non, là, effectivement, on regarde encore, il y a encore des choses à regarder. Vous voyez, bon. Il faudra que je regarde les pieds. Non, non, vous avez raison, il faut regarder les pieds. Moi, ce que je vois surtout, c'est le bulletin de vote. Le bulletin de vote, c'est une espèce de chiffon. Le bulletin de vote, c'est pas un beau bulletin de vote. Alors, il n'y a pas d'isoloir à l'époque, hein, donc on fait son billet, son bulletin de vote soi-même, mais c'est quand même, on a l'impression quand même qu'il met un truc qui est juste un chiffon. Bon. Donc, il y avait quand même des choses étonnantes dans cette gravure. Et puis, il y a un chercheur, je vais vous montrer comment on travaille, on réécrit l'histoire, même à partir simplement d'une image. Il y a un chercheur qui s'est posé des questions très simples, qu'on ne s'était pas posées, qu'on n'avait pas eu le temps de se poser. Puis c'était bien cette image qui montrait comment on lâche le fusil après la Révolution, puis hop, on vote. C'était parfait, elle était parfaite pour ce qu'on avait à démontrer, à illustrer. Mais il fallait qu'on la regarde, et on n'avait pas assez regardé. Bon. Donc, ce chercheur, d'abord, il s'est posé une question. Qui est Borédon? Qui est Borédon? C'est pas simplement un artiste. Donc il a recherché qui était Borédon. Et puis il s'est rendu compte que Borédon, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus compliqué qu'on ne peut le penser, c'est-à-dire que c'est aussi un militant. C'est pas simplement quelqu'un qui fait des dessins. Hein. Il a aussi des idées. Bon. Cette gravure, on la date aussi d'avril 48, c'est-à-dire du moment des premières élections. En fait, elle est antérieure. Donc, il l'a faite avant les résultats des élections. Donc, c'est aussi quelque chose qui joue un rôle dans, dans la campagne, entre guillemets, électorale, et qui a peut-être un sens, donc, aussi politique plus important. Puis surtout, d'autres personnes se sont mises à regarder ce qu'il y avait derrière. Ce qu'il y avait derrière, donc, ce personnage. Et c'est pas une photo, je vous le rappelle, donc Borédon, il met ce qu'il veut. Mais là, il fait quelque chose de très réaliste. Notre ouvrier, c'est un peu une allégorie. Hein. Il n'y a jamais eu d'endroit où on posait le fusil, on mettait le bulletin de vote. Hein. C'est une espèce de représentation de ce qui se passe à ce moment-là. Or, Borédon, il a choisi derrière de mettre, j'ai pris deux gros plans, je ne sais pas si c'est pas facile forcément à lire, mais il met un mur très réaliste avec des affiches électorales. Alors, des affiches électorales ou des affiches sur les élections. Et quand on regarde bien, il y a plusieurs mots qui sont importants. Alors il y a des affiches qui sont... Des affiches qui sont donc... il y a marqué élection, débat, bon ça c'est des vraies affiches, des affiches officielles. Puis derrière, on voit candidature de l'été noir, avis au caméléon. Donc on se dit, il a choisi de mettre derrière des éléments qui sont des éléments quand même qui montrent que cette vie politique, qu'on considère comme étant, voilà, qui va soudain se mettre en place dans le suffrage universel, elle est faite aussi par des gens qui sont, alors des noirs, ça renvoie plutôt à la monarchie, mais caméléons, ça veut dire que ces hommes politiques, ces députés, c'est des gens qui sont, finalement, qui passent peut-être d'une idée à une autre. C'est peut-être plus clair encore dans la deuxième illustration, qui est juste donc au-dessus du suffrage universel. Borédon écrit donc aux grands prestidigitateurs. Considérez que donc les futurs députés sont des prestidigitateurs, c'est-à-dire des magiciens, des gens qui vous manipulent, c'est quand même pas un choix qu'il a fait au hasard. Donc, pour vous dire, voilà, alors c'est vraiment, j'ai pris des exemples vraiment au ras du sol, j'allais dire, pour vous montrer comment on écrit l'histoire. C'est pas forcément avec des choses très très nouvelles, mais c'est simplement aussi en regardant à nouveau des images, en se posant des questions par rapport à des documents qu'on étudie. Vous verrez encore, moi ce sujet, le sujet sur le 19e siècle qui était au concours il n'y a pas très longtemps, j'ai encore vu dans des manuels pour la formation des enseignants donner ces explications classiques. Hein. Bon, alors elles sont vraies, ces explications classiques. C'est vrai qu'il lâche le fusil pour l'urne, pour mettre son bulletin. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça, c'est compliqué. Et des gens comme Borédon hésitent.
il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à ce moment-là. Et il faut penser que voilà, rien ne s'est fait simplement et qu'on a toujours la tentation, j'allais dire, de reprendre le fusil aussi par rapport donc à tout ça. Oui. Peut-être que il ne regarde pas Lyon parce qu'il suit aveuglément le derrière. Comment? Il suit les gens derrière, parce qu'ils disent derrière, c'est pour ça Ouais. qu'il regarde pas Lyon. C'est peut-être pour ça qu'il ne regarde pas Lyon, parce qu'il regarde derrière. Non, parce que genre il se laisse guider parce qu'il y a marqué derrière. Il se laisse guider par ce qui est marqué derrière. Je pense pas. Je pense qu'il y a un message, c'est possible, hein, mais on pourrait dire qu'effectivement, soit il est victime, enfin, le personnage peut être victime de ses préjuditateurs, c'est possible, hein, ou l'idée de Borédon, c'est de montrer, lui, regardez bien au-dessus de cette urne, moi ce que je pense véritablement de ça, c'est que c'est peut-être aussi des gens qui vont vous manipuler et autres. Donc voilà, donc on a une espèce de lecture qui peut être vraiment, j'allais dire, tout à fait différente. Donc, à partir de tout cela. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, autre chose. Je prendrai encore un exemple. Je suis désolée, j'ai tout mélangé. Autre chose. Voilà, un autre exemple simple, j'allais dire, sur le début du 19e siècle. Début du 19e siècle, on commence souvent par quelque chose d'assez simple, qui est la fin de la période napoléonienne, le Congrès de Vienne. Bon. Et c'est pas simple, et c'est un peu ennuyeux aussi. Bon. Se poser la question de qu'est-ce que les contemporains, eux, pensaient, vivaient à ce moment-là. Bon. Ben, les Européens, aux trois quarts, ils n'ont aucune conscience que c'est le moment du Congrès de Vienne, qu'on change les frontières de l'Europe. Non, ce qu'ils vivent, eux, à ce moment-là, c'est un phénomène tout à fait climatique, hein, qui est donc, en fait, l'éruption d'un volcan en Indonésie. Alors, ils ne savent pas que c'est un volcan en Indonésie, mais ça va se traduire en Europe, à ce moment-là, donc, par une année sans été, c'est-à-dire un été très très froid, qui va donner des récoltes, des famines et des émeutes. Bon. Et c'est vrai que on oublie très souvent donc cette interaction, cette mondialisation, j'allais dire, de phénomènes qui sont donc des phénomènes pas du tout politiques, qui ont lieu très très loin, mais qui ont évidemment donc un impact très fort, puisque donc ça va provoquer pour les Européens des manifestations, des mouvements très importants. Alors ça, c'est les températures qui sont très très basses pour la saison. Ça, c'est un tableau de William Turner. Turner, c'est un grand peintre du 19e siècle, et on est très étonné par les couleurs, souvent qu'emploie Turner. En fait, Turner a vécu cet été bizarre, et où effectivement le ciel, à ce moment-là, était rouge. Bon. Donc, ça l'a marqué en tant que peintre. Tout mélangé, je suis désolé. La réalité, donc, c'est la violence de cet été sans récolte. Donc, une année vraiment dramatique. Dramatique, pas partout de la même manière. Alors, elle était surtout dramatique, ce qui peut paraître étonnant, mais bon, c'est comme ça, c'est la Suisse. Mais donc, avec des mortalités très très fortes, hein, de gens qui sont dans des conditions donc absolument épouvantables. Et ce volcan, donc, a joué un rôle très important aussi, alors sur des émeutes de masse, mais aussi sur des phénomènes de migration. Migration donc vers l'Amérique latine. On a vu donc beaucoup de gens commencer donc à migrer vers l'Amérique à ce moment-là, en raison donc des difficultés économiques qu'ils avaient. Difficultés économiques donc liées donc à ce phénomène donc volcanique. Donc, si vous voulez, les préoccupations des gens à ce moment-là, on les étudie pas assez, on vous les présente peut-être pas assez. Nous, on les a mis souvent un peu en arrière, mais c'est ça, hein, c'est le fait que les gens meurent de faim, ont des difficultés, et tout ça lié à des phénomènes donc qui ont des répercussions. Alors, ne me demandez pas, je ne suis pas climatologue, hein, mais ça a un impact déjà. Hein, déjà, on est dans... Et on se pose, figurez-vous, la question du refroidissement à ce moment-là,
pas réchauffement, mais du refroidissement de la Terre. Bon, donc il y a des connexions à faire entre les préoccupations, si vous voulez, de ces Européens au début du 19e siècle. Alors ils n'ont pas les mêmes outils que nous, bien sûr, pour les comprendre, mais on a à peu près donc, ce même type d'interrogation. Je vais peut-être en rester là. Et puis ensuite, on peut échanger, sinon je peux continuer très très longtemps. Hein, mais j'ai quelques années derrière moi de préoccupations sur ces questions. Mais on peut maintenant passer à des